Bonjour et bienvenue dans 99% Plaisir. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec l'architecte du Fouquet's, celui qui va s'occuper de l'hôtel luxueux de la Samaritaine, Édouard François, et il nous accueille dans ses bureaux qui sont, comme lui, un peu étonnants et à son image. Just once more to my Mississippi day. Bonjour Édouard. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. On va revenir sur votre métier d'architecte. Vous dites que vous avez une conception assez particulière de ce métier. Enfin, vous expliquez en tout cas que ce qui est important pour un architecte, c'est d'être en prise avec son époque. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui notre époque ? Ce qui caractérise notre époque, c'est qu'on est dans un espèce de gap très important qui, en fait, est assez rare dans l'histoire de l'art. C'est un basculement total de tendance et de mouvement. Donc on sort du mouvement moderne, le Corbusier, l'hygiène, l'international, la boîte de conserve, la pertisation. Toutes ces notions-là ont fabriqué et dessiné une société qui est la société moderne. Et toutes ces valeurs ont précipité dans les années 2000-2005. Et nous entrons dans un autre grand courant de l'histoire qui est très important, qui va durer probablement une cinquantaine d'années, 50, 60 ans, qui est un courant qui parle de développement durable, d'autres choses, de saisonnalité, de temporalité, de matière, et qui ont des adresses totalement différentes. C'est une autre manière de penser, une autre manière de dessiner. Comment on fait pour avoir, par exemple, un temps d'avance et échafauder un projet un peu visionnaire? Vous êtes déjà depuis un certain temps beaucoup dans la biodiversité, on va y revenir, tout ce qui est green architecture. Donc c'est ça aujourd'hui qui vous caractérise? Je ne sais pas si on peut dire caractériser, mais on peut dire me caricature. Hein, voilà. Ah, vous caricature. Oui. On va maintenant, Édouard, parler de vos projets très luxueux. Le premier qui a déjà été réalisé, le Fouquet's. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce lieu mythique? Le Fouquet's prend place en fait dans 7 immeubles différents. Et je pense qu'il faut, dans le luxe, c'est très important qu'il y ait une personnalité, un talking point. Il faut qu'il y ait un lieu de création. Et en même temps, ça doit être quelque chose, un lieu de création qui est en symbiose aussi avec l'histoire. Donc cette espèce de classicisme extrêmement avant-gardiste. Donc des choses compliquées. Et je me suis dit que le talking point, on ne pouvait pas forcément le faire devant, mais peut-être à l'arrière. C'est toujours assez intéressant. Un talking point, c'est quelque chose de mystérieux. C'est le point parlant. Voilà, qu'on vient chercher. On sait que ça peut être dans le jardin, ça peut être quelque part. Et donc, la façade arrière... donc les gens doivent le trouver, en fait. Ils doivent le trouver. Et en fait, on va parler de parcours. ça. Et ce n'est pas forcément quelque chose de frontal. Et donc, cette façade... j'ai fait glisser une façade haussmannienne qui est aveugle et qui est retrouée, en fait, de fenêtres un peu mystérieuses en saillie. Et là, on vous laisse carte blanche, par exemple, quand vous leur suggérez des idées comme ça, parce que vous dites que vous devez respecter des contraintes quand même assez classiques. C'est une carte blanche qui finit quand même au cabinet du ministre de la Culture pour autorisation. Pas si blanche que ça. Voilà, on est dans les Champs-Élysées, c'est des endroits qui sont très culturellement protégés, et donc on ne vous laisse pas faire comme ça. Et là aussi, alors vous mettez aussi une petite touche de green, enfin de plantes, puisqu'on a vu, ce sont les branches qui sont donc derrière moi, et là aussi elles sont Fouquet's. Là, j'étais plutôt dans ma période de recyclage. Donc, j'avais plus trop envie de jouer avec des vraies branches. Alors, j'ai joué avec des branches artificielles, qui sont l'évocation de la nature. Je les ai mis dans le jardin du Fouquet's pour un peu magnifier cette idée de jardin. Et je les ai fait en aluminium moulé. Donc, il y a 14 branches différentes. Et il y a 8,5 tonnes de branches en alu qui sont posées... sur les murs, et j'ai dit à mon client que si jamais il en avait assez, il les prend et puis il le retourne en fonderie. Donc c'est une façade qui est totalement réversible. Je rappelle, pour celles et ceux qui nous prendraient en cours de route, que je suis avec le célèbre architecte Édouard François, qui nous reçoit dans ses bureaux. D'ailleurs, merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de devenir architecte ? C'est parce qu'en fait, j'ai raté Polytechnique. Ah, c'est une bonne raison, c'est par défaut. Oui, très voilà. bien. Ça va susciter des grandes vocations, ce que vous dites. Voilà, je venais d'une famille de polytechniciens, et puis manifestement, c'était pas mon truc. Et donc, comme j'ai raté le concours, je me suis dit, bon, on va faire ce qu'on a envie de faire, on va se détendre. Puis l'architecture, c'est plus amusant peut-être que de faire Polytechnique. Et architecture, il n'y en avait pas dans ma famille.
Donc voilà, j'ai essayé. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus aussi sur cet autre projet, la tour Masséna, justement une tour, on va voir là, c'est de la biodiversité. On a des éléments. Il y a ça. Là, oui. Ça, c'est un des matériaux de la tour Masséna? Oui, je peux? Oui. Alors ça, c'est quoi, c'est la toiture? Ça, c'est la façade qui est en titane vert. D'accord. Donc c'est titane oxydé, donc en panneau. Et donc il va jouer en fait avec la végétation qui pousse devant. Donc c'est un projet que j'ai dessiné en 2010. 2010, c'était l'année de la biodiversité, donc ça a été assez intéressant d'en parler. Et j'ai fait une tour verte pour répondre à une des questions du maire, Bertrand Delanoë, qui est « Faites en sorte que les Parisiens aiment les tours ». Parce que là, il faut rappeler qu'elle est très grande, c'est 50 mètres, normalement à Paris on ça fait 55 mètres. Il y a une limite, non? C'était 30? Avant, c'était limité à 30 quelques mètres. Là, et puis donc on a déplafonné, parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de se reposer la question de la hauteur. Et donc cette question avait été clôturée dans les années 70 avec tout ce qu'on a pu voir. Et donc il y a une espèce de peur panique. L'idée d'avoir une tour en face de chez soi, ça fait peur. Donc, on dit que ça va être moche. Voilà, on m'a dit donner envie aux Parisiens d'aimer les tours. Donc en fait, j'ai travaillé sur l'émergence, qui est une émergence verte dans le paysage. Et c'est de plus en plus dense vers le haut et ça descend sur les côtés. Et le matériau titane, en fait, vient servir un peu de chambre à écho à la végétation. Alors la végétation, c'est une végétation sauvage, de rang 1. Donc on est allé chercher les graines dans la forêt d'Île-de-France et avec le vent... Elle sème. Elle sème. Donc c'est une tour semencière. Et donc ce sont des essences d'Île-de-France. On a hâte d'avoir des plantes sauvages en bas de chez nous. Ça a changé un peu du bitume. Je vais vous parler, moi, de cuisine, du coup. Est-ce que vous appréciez la cuisine? Il me semble que vous faites un parallèle, des fois, aussi, avec l'architecture. C'est très important, la cuisine. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se jouent en cuisine. D'ailleurs, vous pouvez voir dans pratiquement toutes les émissions, on parle de cuisine. C'est intéressant de savoir pourquoi. Ça passionne les gens en ce moment. Pourquoi ça les passionne? Qu'est-ce que ça touche? En fait, dans la cuisine se jouent toutes les valeurs qui sont en train de bouger dans notre société. On tourne à la cuisine autour des problématiques de la santé, autour de problématiques du bio, autour de problématiques de la saisonnalité, autour de problématiques du paysage, de la distance, du transport, par exemple les AMAP à 100 km de chez vous. Tout ce qui est en train de forger la nouvelle société se joue dans la cuisine. On va parler maintenant avec vous de l'une de vos spécificités, la green architecture. Alors c'est quoi exactement la green architecture? La green architecture, c'est une architecture qui s'intéresse aux problématiques d'environnement. C'est une architecture qui est précurseur en fait de toutes ces nouvelles tendances. Alors le mot green est devenu en fait, c'est une couleur qui est devenue générique en fait de cette tendance. Donc on peut faire de la green architecture qui n'est pas green, qui est jaune ou violette. Oui, c'est obligé de respecter ce code couleur. D'ailleurs, on vous a appelé dans un portrait, je crois que c'est dans Libé, le géant vert de l'architecture. Le géant vert, oui. Alors il y a un immeuble qui a été déterminant dans votre carrière, c'est l'immeuble qui pousse à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet? C'est peut-être le premier justement qui a donné naissance à plein d'autres qu'on va voir après. Ça s'appelle l'immeuble qui pousse et c'était mon premier immeuble générique. Pour un architecte, on démarre, on fait des petites choses et elles peuvent être très intéressantes. J'ai fait plein de petits bâtiments qui ont été labellisés par le Centre Georges Pompidou, mais pas au point de se dire cet architecte pourrait faire un immeuble de bureau. Et donc cet immeuble-là, c'est mon premier immeuble générique. Quand on voit cet immeuble, on se dit cet architecte il peut faire des bureaux, un pont, il sait tout faire. Et donc c'est un gros immeuble, c'est comme un gros chat poilu en fait qui pousse. Un gros chat poilu? Un gros chat poilu qui pousse comme ça. Est-ce qu'il perd ses poils, c'est pour ça, non? Non, il perd pas ses poils. Donc il est en matériaux poreux. C'est un immeuble qui anticipe les problématiques environnementales, dont notamment les problèmes de climatisation. Donc on n'a pas besoin de climatiser cet immeuble. En fait, le fait que le matériel soit poreux, ça garde... Le soleil chauffe moins et en fait il est arrosé d'eau dans son épiderme et les plantes poussent. Donc les plantes font de l'ombre et ça fait de l'évaporation. En été, on est au frais. On est au frais. Et l'hiver, il conserve la chaleur malgré tout. Voilà. Et cet immeuble a en plus des cabanes qui sortent. On quitte son appartement, on fait 5 mètres. On va dans une boîte qui est prise dans les arbres autour. Mais alors, ce sont des habitations extrêmement originales. Quand les gens arrivent là, ils disent quoi? Ils sont un peu surpris? Ils sont contents. C'est un immeuble qui est à très forte spéculation dessus.
C'est l'immeuble chic de Montpellier. Donc cet immeuble a donné lieu à d'autres. Il y en a un notamment à Paris aussi, qui est l'Eden Bio. Là aussi, vous avez laissé pas mal de choses en friche. Enfin, on est étonné de voir quelque chose comme ça en plein 20e arrondissement. Alors ce projet, il est bien accueilli par les habitants. En fait, dans la mairie du 20e, on vous oblige à travailler avec les associations. C'est assez difficile. Normalement, les architectes n'aiment pas ça. Et donc, on doit soumettre son projet aux associations. Et c'est difficile parce que, par exemple, moi, je n'aime pas demander l'autorisation, donc c'est assez pénible. Donc, vous demandez l'autorisation tout en ne voulant pas écouter. Donc, je veux bien discuter avec vous, mais ne parlez pas trop. Mais je ne tiendrai en rien compte de vos observations. Et c'est visiblement un lieu en plus dans lequel les gens se sentent très bien, parce que c'est pas du tout dégradé, comme on constate souvent voilà, dans des tours, des bars HLM où les choses sont laissées à l'abandon. Là, c'est très bien entretenu, visiblement, par les gens qui y sont. C'est bien entretenu, mais aussi, si vous voulez, je pense qu'il y a des problèmes il y a des mécanismes qui fabriquent l'identité et qu'on a souvent cassés. C'est-à-dire, quand vous prenez une barre, grosse barre, il n'y a aucun relais entre l'hyper-collectif et l'individu. Ça ne marche pas. À l'Eden Bio, on a déjà 2 barres. Ça coupe le projet en 2. Dans les 2, on a l'escalier qui recoupe en morceaux. Et ainsi de suite jusqu'à le palier qui donne à 2 logements. Donc les gens, on leur apprend, enfin on les favorise à discuter ensemble parce qu'on a tous ces mécanismes qui fait que vous n'êtes pas tout seul au milieu d'une énorme collectivité. Il y a un vrai pont en fait entre les deux. Et ça c'est important quand on est architecte de veiller à ce que ces systèmes se mettent en place. Et aussi ça permet de faire d'une sorte d'autocontrôle qui évite la dégradation et aussi les mauvais comportements. On va revenir, Édouard, sur votre conception sociale du logement, parce que vous avez beaucoup travaillé sur des projets sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon plus sociale de penser le logement? Non, je pense que c'est pareil. Il faut s'interdire, en fait, de faire du logement social ou du logement de luxe. C'est la même pensée, en fait. C'est le plaisir de vivre et c'est donner aux gens l'envie d'habiter dans des lieux qui leur permettent de s'épanouir. Vous voulez dire qu'il voilà, n'y a pas une spécificité pour un logement social, on conçoit exactement de la même façon que n'importe quel autre projet. C'est exactement pareil. Et donc là, j'ai fait un immeuble qui est assez remarqué, qui est à Champigny, au milieu des tours et des bars. Et la ville de Paris, en fait, pour me remercier d'Eden Bio, justement, m'avait dit « Qu'est-ce que tu préfères, faire un immeuble social devant le bois de Boulogne ?» Parce qu'avec ton travail sur la végétation, ça va bien le faire, ça va faire un écho. Ou est-ce que tu préfères faire ça à Champigny, au milieu des tours et des bars? Et donc moi, je leur ai dit, je préfère les tours et les bars, c'est plus intéressant. Parce que ce sont des lieux, c'est des lieux dans lesquels il y a des gens qui vivent, et c'est des lieux dont on ne parle pas, et dans lesquels, finalement, on ne s'investit pas non plus. Et les architectes, en général, quand ils interviennent dans ce genre d'endroit, ils font leur truc et ils s'en vont en courant. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ces grandes barres des années 50, 50-70, il faut admettre que ça existe. Or, toute la société nie l'existence de ça. On fait tout pour ne pas les voir. On les montre sous un très mauvais jour. Et donc, j'ai fait un projet qui s'intéresse à ça, qui parle de ça, et qui met en écho ça. Et donc, quand on va voir mon projet, ça donne envie d'aller voir les bars. Et est-ce que vous pouvez justement, on va avoir des images de ce projet, le socialisme Champigny, comme l'a titré un magazine britannique. Oui. Et moi, ce que j'ai trouvé très intriguant, c'est qu'on voit, il y a 3 strates. Il y a des maisons, des barres d'immeubles et des petites maisons sur le toit. Oui. On a l'impression d'être un peu dans Alice au Pays des Merveilles. C'est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement en fait, la construction de ce projet? Le principe est assez simple. On a des bars. On a un saupoudrage de pavillons autour des bars et juste à côté, on a les maisons de ville. Ce sont 3 modèles urbains qui ne se parlent pas, qui ont plutôt tendance à s'insulter. Oui, qui ne se côtoient pas. Ils ne veulent pas se parler. Et donc je me suis dit, déjà, il faut qu'ils se parlent. Et donc pour qu'ils se parlent, j'ai mis des maisons de ville, j'ai mis la barre par-dessus et les pavillons au-dessus. Donc, ils sont devenus amis. Ils font partie de... Et donc, le pavillon parle au pavillon, la barre parle à la barre, ils montrent qu'ils peuvent dialoguer ensemble, et tout d'un coup, ça fait une sorte de ciment qui unit, en fait, ces 3 éléments. Et donc, ça, c'est intéressant. Et les gens accèdent comment aux maisons sur le toit? Ils ont un ascenseur qui va directement sur le toit. Sans qu'ils aient à passer, en fait. Non, et puis il y a les maisons de ville qui ont chacun leur accès. Non, mais c'est vrai que c'est... on a du mal même à imaginer comment ça tient. On a l'impression que les maisons, elles sont presque en proie avec le vent. Avec de la colle, ça tient. Ça me rassure, alors, s'il y a de la colle, je me sens nettement moins inquiète.
Vous avez des projets, alors justement, beaucoup à l'étranger, au Sénégal notamment. Au Sénégal, oui, je fais un Club Med à Saly. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai même demandé la nationalité sénégalaise. Mais non. En fait, ça permet au Sénégal de revendiquer ce projet qui a été fait par un architecte sénégalais, plutôt que de dire c'est fait par un architecte français. D'accord. Et je trouve que c'est mieux. Et donc, quand j'expose ce projet, je l'ai exposé à la Biennale de Venise, je l'ai exposé dans le pavillon hôte, qui est le pavillon italien, et non pas dans le pavillon français. C'est un projet fait par... Donc, il était hôte italien Oui, parce que les Sénégalais n'ont pas de pavillon à la Biennale de Venise. Ah, d'accord. Donc, ils vont dans le pavillon hôte, qui est le pavillon italien. D'accord, très bien. Donc, un architecte sénégalais du nom d'Édouard François a présenté son projet. Donc, vous avez double nationalité, en fait, maintenant. Exactement. Vous pouvez me réexpliquer, parce qu'on va le voir aussi en image, justement, ce Club Med au Sénégal, hein, comment il est conçu, ou d'autres projets aussi que vous avez façonnés à l'étranger, parce que je crois qu'il y a le Sri Lanka aussi. Sri Lanka, il y a Delhi, il y a Casablanca. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'était comme projet exactement? Au Sri Lanka, j'ai été appelé pour faire un ensemble qui est complètement démesuré et impressionnant. Ça fait 450 000 mètres carrés. 450 000 mètres carrés. Oui. J'essaye de visualiser en même temps, mais je ne sais pas, on n'a pas beaucoup d'images qui viennent. Non, très peu. Voilà, il y a 3 tours, dont une fait 420 mètres de haut. 420 mètres de haut? 420 mètres, 380, 300. 420 mètres, alors vous êtes un peu le roi de la grande tour. C'est ça, voilà, d'accord. C'est ça. Ok. Ici, quand on travaille sur un projet comme ça prend des années, ça? Non, non, ça ne prend pas des années. Ça va assez vite. Ah bon? Ici, on a un bâtiment qu'on appelle un bâtiment heritage. C'est un colonial britannique. D'accord. Et donc, comment le mettre en valeur? Donc, le pied des tours est végétalisé de thé de Ceylan. Donc, en fait, le bâtiment a une sorte de colline verte derrière. Et puis, on a 3 tours qui s'élèvent avec des ponts. En fait, il y a 3 ponts. Celui-là, c'est le lobby de l'hôtel qui regarde le port, qui est là. Et de l'autre côté, ici, on a 2 tours de logement. Avec, donc il y a logement à l'intérieur, il y a logement, que je comprenne bien, hôtel. Il y a logement, il y a hôtel, il y a bureau, il y a centre commercial, il y a... Combien de collaborateurs vous avez pour faire ce genre de projet? Oh, on est... Si vous voulez, l'architecture, c'est comme la mayonnaise. Hein. Ça démarre facilement et après, il faut beaucoup d'énergie pour battre la sauce. Donc, on est au début. Hein, donc on va finir peut-être à 150, 200 personnes dessus. C'est bien parce que quand on vous écoute, on a l'impression que si on se met à la cuisine progressivement, on va pouvoir se mettre à l'architecture. Oui, on peut faire l'architecture. D'accord, il suffit de connaître un petit peu les ingrédients et puis après c'est... Oui, c'est pas un truc d'initié. Bon alors Édouard, je sais que vous voulez pas nous en dire plus sur la Samaritaine, enfin vous ne pouvez pas, puis on va garder l'effet de surprise pour 2015. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus de vos futurs projets? J'ai un projet très intéressant que je suis en train de développer simultanément à Grenoble, Marseille et New Delhi. Et donc c'est un nouveau concept socialiste catholique de Tours. Socialiste catholique, ça fait beaucoup d'infos là. Voilà. Alors en quoi c'est socialiste, en quoi catholique? Je me suis interrogé sur ce procès. Il y a un vrai problème dans la tour, c'est toujours le mec le plus riche qui est en haut. Parce qu'il a la plus belle vue? C'est pas socialiste et c'est pas catholique. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose à ça. Et donc au-dessus de la tour, j'ai inventé le concept de green cloud. C'est-à-dire qu'on va mettre des balcons au-dessus, jusqu'à plus soif. Et donc en fait, vous prenez l'ascenseur, vous montez dans votre balcon, hein, et vous avez une petite partie habitable. Vous ouvrez la porte, vous avez votre entrée, une petite kitchenette, un sanitaire, une autre porte, et vous avez une énorme terrasse et dans lequel vous avez la vue. Alors ce sont des balcons privés qui appartiennent aux gens qui sont au mauvais étage de la tour, enfin plutôt en bas, enfin, ou au milieu. Enfin, en tout cas, mauvais étage. Bah, c'est l'étage d'en haut, ce qu'on dit, c'est l'étage d'en bas. Il faut dire plutôt que le logement le plus bas aura la terrasse la plus haute. Le logement le plus haut aura la terrasse la plus basse. Amen. C'est un véritable concept catholique socialiste. Et ça va voir le jour quand, ça? C'est en route. Ah, c'est en construction? Oui, c'est en cours. Et ça sera livré quand? Là, ça va être livré d'ici 1 an et demi. Ça va très vite. Bah, écoutez, moi j'ai passé une heure excellente en votre compagnie. Merci beaucoup, Édouard François, de nous avoir accordé ce moment. On a appris plein de choses. Et si vous voulez retrouver toutes les rubriques de l'émission et nos astuces, évidemment, bah, je vous conseille de regarder le site www.chéri25.fr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.